cette présentation, comment concilier les évolutions du secteur touristique et les objectifs wallons en matière d'aménagement du territoire, elle va se passer en 3 temps. D'abord, le croisement de 2 mondes, le tourisme et l'aménagement du territoire. Ensuite, un focus sur les zones de loisirs. Et pour terminer, les nouvelles tendances du tourisme et comment les encadrer. Alors d'abord, le croisement de 2 mondes. Peut-être une petite définition qui est donnée par Desjardins, c'est que l'aménagement du territoire, c'est une action volontariste et collective d'organiser de manière harmonieuse la répartition des populations, donc y compris par exemple les touristes, des activités, le fameux kayak, et les infrastructures. Ici on a mis un exemple d'hôtel. Et tout ça dans l'espace et dans le temps. Et l'organisation et la répartition de ces activités, de ces populations, de ces infrastructures, elle s'effectue sur un support physique qui est le sol. Et en aménagement du territoire, on caractérise son occupation, son utilisation et son affectation. Un petit exemple, un golf, un parcours de golf. Vous avez d'abord son occupation de la végétation herbacée, son utilisation, on l'utilise pour la pratique d'une activité sportive ou de loisirs, et enfin son affectation, on se dit en zone de loisirs, non, ce serait trop facile. Donc majoritairement, on va plutôt la retrouver en zone de parc, en zone agricole ou en zone forestière. Sur l'exemple repris ici, c'est principalement en zone de parc et en zone forestière. Donc, l'aménagement du territoire et le tourisme, ce sont 2 domaines vraiment très différents en termes d'acteurs, en termes de fonctionnement, en termes de secteur d'activité. Ils sont amenés à collaborer, bêtement pour avoir un permis d'urbanisme notamment, mais ils ne se comprennent pas, ils ne parlent pas le même langage, parce qu'ils ne travaillent pas ni à la même échelle de temps, ni à la même échelle spatiale, ils n'ont pas les mêmes objectifs, ni les mêmes attentes. Donc en termes d'aménagement du territoire, on est plutôt sur le temps long, on utilise la prospective, on a recours à de la planification territoriale, spatiale et prescriptive, et on regarde ça sur plutôt un vaste territoire. En termes touristiques, on force le trait des 2 grandes pratiques, mais c'est pour eux. Ça se pense plutôt en termes de saisonnalité, sur du court terme, dans une logique d'action, de concrétisation de projets, et on travaille plutôt à l'échelle du site, voire de la commune. Et donc, une politique touristique, c'est une vision des objectifs, des mesures de mise en œuvre, comme toute politique, mais qui est souvent aspatiale. Donc, point suivant, où va-t-on retrouver cette activité touristique au niveau du plan de secteur? Dans les zones urbanisables pour commencer, et pour tout ce qui nécessite infrastructure. En théorie, dans la zone de loisirs, on verra que ce n'est pas toujours, voire rarement le cas, et mon collègue va vous en parler. Ensuite, dans les zones d'habitat, donc la zone rouge, qui est destinée à la résidence, et secondairement sur une tas d'autres choses, mais y compris les équipements touristiques et récréatifs, ou dans la zone d'habitat à caractère rural, où on retrouve la résidence, l'exploitation agricole et les activités de diversification de l'exploitation agricole, on va y revenir au slide suivant, et y compris, comme toute une série d'autres affectations secondaires, les équipements touristiques et récréatifs. Et ces affectations secondaires, elles sont possibles pour autant qu'elles ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'elles soient compatibles avec le voisinage. Quand on regarde les différents objets que l'on a étudiés, on voit par exemple qu'au niveau des hôtels, il y a un petit 40% qui se trouve en zone urbanisable, phénomène urbain pour partie. On voit qu'au niveau du terroir, on a plus de 50% qui sont en zone d'habitat à caractère rural. Et donc, on se rend bien compte que localement, il y a des hameaux ou des villages où on peut se poser la question si on ne met pas en péril la destination principale de la zone. Et si on regarde un dernier point, peut-être au niveau des attractions touristiques, c'est les attractions du pôle d'intérêt culturel qu'on va retrouver en zone d'habitat.
Alors, ce n'est pas tout. C'est bien de savoir où on peut les localiser, mais dans certains cas, et pour beaucoup dans le champ touristique, on va avoir en plus besoin d'un schéma d'orientation locale, donc les ex-PCA, pour pouvoir mettre en œuvre toute une série de zones. On va aussi en retrouver en zone non urbanisable, en zone agricole, qui est réservée aux activités agricoles, mais pas que. On a vu qu'on pouvait avoir les activités de diversification agricole, et ces activités de diversification, vous les avez en rouge pour ce qui concerne les activités touristiques. On a la zone forestière, qui est destinée à la sylviculture, et que ce soit la zone agricole ou la zone forestière, elles ont pour objet la conservation de l'équilibre écologique, elles contribuent au maintien de la formation du paysage et elles ne peuvent compter que les constructions indispensables à l'exploitation agricole ou forestière. Et puis, on a toute une série d'autres activités qui sont autorisées, mais qu'ils sont de façon assez stricte. Donc, en vert, en zone forestière, en brun, en zone agricole, ce qui est en noir, c'est ce qui est commun aux deux. Et on voit que notamment en zone forestière, il y a beaucoup de choses qui paraissent théoriquement possibles, mais quand on regarde les conditions, qui sont notamment d'être au sein d'un massif forestier, eh bien, on n'a pas tant de possibilités que ça. Et j'ai oublié de vous dire, c'est que dans le Code du développement territorial, il n'y a aucune définition. On ne sait pas ce que c'est un hébergement touristique, on ne sait pas ce que c'est une activité récréative. Voilà. Donc, et quand il y a des définitions, elles ne sont généralement pas les mêmes que dans le Code wallon du tourisme, sinon ce ne serait pas gai. Donc, de nouveau, quand on a repris ici ce qu'on retrouve comme infrastructure touristique en zone agricole, c'est des golfs à plus de 50% pour cet objet. On a aussi en zone forestière des centres de tourisme social. Voilà, c'est des choses qui sont parfois héritées du passé, puisque parfois l'activité existait avant le plan directeur, parfois pas du tout, elles ont été obtenues par dérogation. Et je passe la parole à mon collègue et je reviendrai en fin de présentation. Vous avez parlé des conditions qui étaient liées, des conditions légales qui étaient liées aux activités touristiques. Moi, je vais dézoomer un peu et je vais parler de la vision actuelle de l'aménagement du territoire en Wallonie, des objectifs territoriaux qui sont définis dans les différents documents importants en termes d'aménagement du territoire. Donc, il y a aussi le CODT, forcément, qui définit 4 grands objectifs qui sont affichés ici sur la slide. Le schéma du développement du territoire qui vient juste d'être annulé, mais reprend aussi ces quatre dimensions, ces 4 objectifs. Et on retrouve, notamment pour le premier, pour la fin de l'étalement urbain, dans la DPR, dans la déclaration de politique régionale, la volonté de bien stopper cet étalement urbain, notamment pour la préservation de l'espace agricole, en localisant notamment les nouveaux bâtiments dans les tissus bâtis existants, qui sont caractérisés par une bonne desserte en transport en commun, située à proximité de services. Donc ça, c'est la vision actuelle de l'aménagement du territoire, qui forcément influence le secteur du tourisme et va surtout l'influencer dans le futur. Alors ici, j'ai mis en parallèle certains constats qu'on a pu faire via notre analyse de nos 16 infrastructures touristiques qu'on a étudiées durant la recherche. Et ici, vous avez un graphique qui présente la distance entre ces 16 infrastructures touristiques et les polarités de base, qui sont en gros les villages ou les villes, forcément les centres urbains ou les centralités rurales, qui présentent un certain nombre de services minimums, et la distance avec les espaces bâtis. Donc là, c'est tout ce qui est village, hameau, peu importe s'il y a des services, des transports en commun, voire des zones industrielles. Et ce qu'on remarque, c'est que globalement, la plupart des infrastructures touristiques sont situées en dehors des polarités de base, et certains sont aussi majoritairement hors des espaces bâtis. Donc si on prend le cas des campings, qui est ici, on remarque qu'ils sont situés à plus de 80% en dehors d'une polarité de base et à plus de 50-60% en dehors des espaces bâtis. Donc ça nous amène à 2 conclusions. C'est que d'une part, les infrastructures touristiques ont contribué à l'étalement urbain en Wallonie et à l'artificialisation des sols en Wallonie, et que
ce secteur et les infrastructures vont devoir évoluer pour se conformer aux objectifs d'aménagement du territoire de la Wallonie. Alors, le quatrième objectif qui est repris dans le code été, c'est la maîtrise de la mobilité. Forcément, il est lié au premier. L'idée est de favoriser, et c'est repris dans la DPR, l'accessibilité par les modes de transport alternatifs à la voiture individuelle. Il y a deux leviers pour le tourisme. C'est d'agir sur les sites existants en améliorant leur accessibilité et puis surtout de diminuer les besoins en mobilité pour les nouveaux équipements touristiques via une implantation dans les noyaux d'habitation, proches des transports en commun, du réseau cyclable structurant, etc. Les constats qu'on a pu faire via notre analyse territoriale des différentes infrastructures touristiques, vous avez le même type de graphiques qui sont repris ici dans le bas de la slide, c'est que ici, en moyenne, et c'est les barres grises que vous avez ici, les différents types d'infrastructures qu'on a étudiées sont localisés à moins de, bon, vous ne savez pas lire, mais ici c'est 5000 mètres, donc 5 km du réseau Ravel ou d'une autre voie verte lisse, ce qui veut dire qu'il y a un potentiel à exploiter, qu'ils ne sont pas encore assez à l'époque, notamment si à l'époque où on a fait nos études, si on se réfère aux chiffres ici d'hébergement ou d'objets touristiques qui sont labellisés Bienvenue Vélo. Mais donc, le Ravel présente un maillage dense et donc c'est une opportunité à exploiter pour atteindre et se déplacer depuis les infrastructures touristiques. Par contre, si on regarde le graphique de droite, l'accessibilité au réseau ferroviaire, là on se rend compte que cette accessibilité elle est faible, voire inexistante pour la grande majorité des équipements touristiques et en particulier les hébergements. Donc, si vous êtes dans les tons bruns, c'est que vous êtes éloigné en distance à pied d'un arrêt ferroviaire. Et si vous êtes dans les tons verts, c'est que vous êtes à proximité d'un arrêt ferroviaire. Ce qui veut dire que le tourisme de séjour en Wallonie est extrêmement dépendant de la voiture à l'heure actuelle, ou bien d'une combinaison courageuse train-vélo. Alors, abordons maintenant la question que Michel a soulevée de la zone de loisirs au plan de secteur. Donc, si on reprend ici le texte du code été, en termes d'affectation du sol, quelle est la destination de cette zone? C'est les équipements récréatifs ou touristiques, en ce compris l'hébergement de loisirs. On a aussi ici des activités qui sont acceptées de manière complémentaire ou accessoire, l'habitat notamment, et toute une série d'activités économiques. Ça, c'est l'affectation du sol. Nous, on a fait une étude, notamment en combinant tout le travail qu'on a fait sur les équipements touristiques, la carte d'utilisation des sols de Wallonie et des informations qu'on a pu obtenir sur le phénomène d'habitat permanent, qui nous permettent d'avoir une vision de l'utilisation du sol des zones de loisirs. Et ce qu'on constate, c'est qu'à plus de la moitié des zones de loisirs, des terrains en zone de loisirs, sont en fait utilisés actuellement pour l'agriculture et la sylviculture. Et que ce qui concerne les activités touristiques et récréatives, c'est-à-dire la destination de la zone, on est autour de 1/5 des superficies en zone de loisirs. Alors on a notamment, si on se réfère à nos objets touristiques, 95% des parcs résidentiels de week-end, 86% des villages de vacances, etc., qui sont localisés en zone de loisirs. Donc il y a toute une série d'équipements qui sont en zone de loisirs, mais globalement, les zones de loisirs ne sont pas utilisées principalement à cette fin. Et on a pu constater aussi, quand on regarde le détail du tableau, que je ne vais pas vous passer en revue, mais que l'utilisation du sol au sein des zones de loisirs est assez mal connue et qu'il y a sans doute une sous-utilisation, tout simplement parce qu'on a une inadéquation entre utilisation et destination, donc forcément, ça n'incite pas à faire des investissements sylvicoles, notamment, par exemple, au niveau de ces espaces. Alors, on a étudié la localisation des zones de loisirs et notamment leur rapport au territoire touristique qu'on a identifié et que je vous ai présenté dans la présentation précédente. Et ce qu'on observe, et c'est assez logique, c'est une forte concordance spatiale qui est auto-alimentée entre les territoires touristiques qui focalisent donc les touristes de séjour principalement et les zones de loisirs. Donc 62% des zones de loisirs sont localisées dans les 6% dont je vous avais parlé à la présentation précédente. On a tout de même des zones de concentration, de zones de loisirs hors des territoires touristiques. Par exemple, au niveau du nord de l'Entre-Sambre-et-Meuse, ici dans les Hauts-Pays, ou dans tout ce qui est l'Ardenne méridionale, donc où on est en dehors des zones de concentration, mais on a beaucoup de zones de loisirs. Alors, cette année-ci, on va étudier plus avant
cette caractéristique pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a autant de zones de loisirs dans ces zones qui sont a priori moins touristiques. Alors, un des volets importants de cette partie de la recherche sur les zones de loisirs, c'est l'identification de terrains disponibles pour le tourisme, qu'on a définis comme des superficies d'un seul tenant, libres et sans contraintes fortes. Que veut dire libre? C'est simplement des terres qui sont non artificialisées, donc c'est-à-dire qui sont soit agricoles, sylvicoles, soit à l'état naturel, qui ne sont pas repris dans une des infrastructures touristiques qu'on a étudiées. Et aussi, ça c'est le premier point. Deuxième point, sans contraintes fortes. Quelles sont les contraintes fortes qu'on a choisies? C'est les zones d'aléas d'inondation élevées. Donc on rejette tous les terrains qui sont en zone d'aléas d'inondation élevée et ceux qui sont au sein d'un site protégé par la loi sur la conservation de la nature. C'est ce que vous voyez au niveau de l'illustration de 2 méandres de l'Amblève. Donc on supprime des zones, c'est celles qui sont en rouge, en vert et en hachuré ici, pour ne laisser que quelques espaces qu'on juge libres et disponibles pour le tourisme. Alors vous remarquez sur la carte de droite qu'on a des superficies donc en vert qui sont assez importantes, celles qui sont libres et sans contrainte forte. On en a notamment beaucoup du côté de Trois-Ponts, Stavelot ici. Alors, le troisième critère pour notre identification des terrains disponibles pour le tourisme, c'est le fait qu'elles soient d'un seul tenant, c'est-à-dire attenantes et forment donc un espace, le terrain, qui peut être valorisé par un seul opérateur touristique. Donc, si on reprend notre exemple, au final, on se retrouve avec 5 terrains qui sont jugés disponibles pour le tourisme. Notamment, on ne prend que les espaces qui font plus de 1,5 hectare. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que ces terrains disponibles pour le tourisme en zone de loisirs sont pour beaucoup dans ou mitoyens des territoires touristiques. Ça représente même 1/4 des superficies totales en zone de loisirs. Donc ça interroge forcément sur leurs caractéristiques territoriales. Pourquoi est-ce que ces terrains qui sont a priori bien localisés par rapport au flux de touristes, pourquoi ils ne sont pas investis par le tourisme? Qu'est-ce qui coince? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de ces terrains supplémentaires? Est-ce qu'ils ont une forme ou bien ils ont des caractéristiques physiques ou légales qui font qu'on ne peut pas y déployer des activités touristiques? C'est des questions qui ont été soulevées par notre analyse et on a cherché à y répondre par 2 manières. D'une part, une caractérisation territoriale quantitative de tous ces terrains, il y en a 900, et aussi une proposition de caractérisation contextuelle qualitative. Pour cela, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a réalisé 2 fiches tests. On a groupé les informations de cette caractérisation quantitative et celle qualitative. 2 fiches donc sur 2 terrains disponibles. Que contient ces fiches qu'on peut après reproduire pour les 900 terrains dont j'ai parlé? C'est forcément une localisation et des caractéristiques principales, notamment sous forme d'un graphique ici qui résume 20 des indicateurs quantitatifs qu'on a étudiés, notamment en termes d'accessibilité, de proximité aux services, d'équipement en impétrant, etc. On a analysé le contexte environnemental et paysager. Est-ce qu'il est favorable, défavorable? Est-ce qu'il y a des atouts pour le déploiement d'une activité touristique ou bien des contraintes, notamment illustrées par un bloc diagramme centré sur le terrain. Donc ici, c'est un terrain Serfontaine. Ensuite, l'accessibilité, macro et micro-accessibilité, le contexte foncier légal, est-ce que c'est propriété publique, propriété privée, les différents types d'équipements, est-ce que c'est raccordé à l'eau, à l'électricité, etc. Des opportunités potentielles d'extension, une analyse historique, notamment basée sur les photos aériennes, etc. et le contexte touristique. La conclusion de ces différents points, de ces différentes thématiques, c'est de proposer une évaluation qualitative sur les orientations et les mises en garde pour le déploiement éventuel d'une activité touristique au sein de ces terrains. Quels types d'activités sont à privilégier? Et l'idée est de réaliser une publication qui résume donc l'information sur ces terrains disponibles, un guide pratique pour fin de l'été et de l'automne. Et je recède la parole à ma collègue. Donc, je voulais vous parler donc de comment encadrer ces nouvelles tendances. Petit rappel de ce que c'est une politique touristique. On a analysé une série de documents qui, sous l'angle de l'aménagement du territoire, on a analysé le tourisme et des documents qui n'ont pas nécessairement été réalisés dans le but d'avoir une politique touristique. Donc, en amont, pour alimenter, il y a une analyse contextuelle
réalisé dans le cadre du schéma de développement territorial que mon collègue a dit qui vient d'être annulé, mais où l'analyse contextuelle du futur est déjà en œuvre, a déjà été réalisée. Donc voilà, c'est pour ça qu'on l'a remis, par exemple dans le cadre de cette recherche. Il y a évidemment après la vision politique via la DPR, où on vous a remis les quatre points importants où on a le lien aménagement du territoire et tourisme, et peut-être garder en tête la valorisation des ressources naturelles de la Wallonie. Ensuite, plus récemment, on a une stratégie touristique à garder en tête, donc qui s'appelle Stratégie Tourisme 2030, qui a une vocation économique, puisque son objectif premier, c'est d'augmenter les retombées économiques. Et donc, quand on analyse ce document avec le focus aménagement du territoire, eh bien, c'est au niveau des identités mises en évidence qu'on peut retrouver une spatialisation, donc authenticité, folklore, culture et patrimoine, nature, évasion, valoriser les ressources naturelles, on voit qu'il y a un certain lien. Et ensuite, il faut des moyens pour mettre tout ça en œuvre. On a un plan de relance, ça tombe bien, donc à visée économique. Et là, au niveau du tourisme, c'est de nouveau l'activité économique importante pour la Wallonie, un pôle moteur de l'économie wallonne de par son impact sur les autres secteurs. Et donc, on voit qu'il y a un lien assez fort entre la stratégie touristique et le plan de relance. Mais non, il ne faudrait pas que cette mise en œuvre se fasse en ne gardant pas les références en termes d'aménagement du territoire. Un exemple, j'en avais deux, mais je ne vais en prendre qu'un. Donc, un des projets qui est repris dans le plan de relance, c'est l'équipement des haltes fluviales et fluvestres. Et donc, ça concerne aussi les aires d'accueil des motorhomes. Et donc, dans notre analyse, on a mis en évidence qu'il y avait un fort potentiel de reconversion des zones de camping en zones inondables, en aires pour motorhome, qui avait aussi une synergie, un intérêt particulier de mettre des aires d'accueil de motorhome à proximité soit d'autres activités touristiques, soit de services comme des commerces. Et donc, aller planquer bien loin de nouvelles aires d'accueil touristiques, isoler tout, c'est en contradiction complète avec la gestion parcimonieuse du sol. Donc, on a émis une série de recommandations, ici c'est des exemples pour les zones urbanisables, avec ce qui était déjà applicable directement et ce qui devait faire l'objet d'une modification soit du code de l'aménagement du territoire, soit du code du tourisme, où là, il n'y a encore pas du tout de décision politique, mais il y a peut-être un lobbying derrière pour, si vous trouvez ces recommandations importantes, pour les faire aboutir. Alors, un petit clin d'œil, comme on m'a présenté, on a dit que je formais les conseillers en aménagement du territoire et urbanisme. Et les conseillers des communes de Stoumont et Trois-Ponts m'ont particulièrement aidé lors de l'élaboration de ces recommandations. Ben, on en a discuté, voilà. Et donc, il y a aussi des recommandations qu'on a jetées à la poubelle parce qu'en allant plus loin, ben, on trouvait que finalement, elles n'étaient pas intéressantes. Donc, premier type de recommandation, c'est tout ce qui a trait à la mobilisation du foncier, donc qui sont déjà en fait possibles au jour d'aujourd'hui. Et donc, c'est tout ce qui est compensation planologique. Et donc, ici, on a un petit exemple qui est une zone rouge. Donc, habitat, une zone agricole. Et on voit que peut-être que ce serait plus intéressant de pouvoir faire un échange entre les deux. Je dis ça prend du temps, hein, il ne faut pas dire que ce soit comme ça. Mais tout le travail en fait que Derek vous a présenté permet de déterminer dans un rayon particulier, ici on l'a fait à proximité, mais quelles sont les zones de loisirs qui ne sont pas intéressantes pour le loisir parce qu'elles ont trop de contraintes et où on pourrait retrouver une compensation. Et donc, il y a toute une série d'autres techniques qui existent déjà, remembrement, relotissement, qui sont bien connues en agriculture, mais qu'on a possibilité d'utiliser pour autre chose, même si ce n'est pas les mêmes administrations, des expropriations, des droits de préemption, tous des mots qui font peur, mais parfois, quand on veut avoir un certain contrôle sur son territoire, ça peut être intéressant.
2 dia, j'accélère encore. Donc, trois mesures ensemble sur une autorisation à durée limitée, un permis d'urbanisme par changement d'affectation ou un avis d'opportunité touristique. Ces 3 mesures, elles permettent d'encadrer en amont le développement de l'activité touristique. Elles ont comme avantage d'éviter de subir des nouvelles artificialisations sans retombées positives, mais elles permettent aussi d'accompagner les innovations, parce qu'on trouve que c'est important, d'avoir un équilibre entre les fonctions et de préserver les atouts, les attraits pour les visiteurs, et d'avoir une décision qui soit exécutable et conforme tout de suite. Et celle qui a trait au permis d'urbanisme par changement d'affectation, donc passer d'une résidence à un hébergement touristique, ben, c'est en cours de réflexion avec la modification du code d'été. Et ça, c'était un peu la conclusion de l'ensemble, où on mettait en évidence qu'on est dans un contexte de disponibilité foncière qui est contrainte, de nécessité de prendre en compte la durabilité du territoire wallon, et que l'aménagement du territoire et le tourisme, ils ont des intérêts communs. Donc, une gestion parcimonieuse du sol, eh bien, c'est aussi la préservation des atouts touristiques, des ressources wallonnes. Mais il faut un encadrement, parce que, comme on l'a vu, on peut parfois avoir une mise en péril localement de la destination principale de la zone d'habitat et de la zone d'habitat caractéristique rural par la fonction touristique. Il y a aussi tout ce qui est la multifonctionnalité de la forêt et des espaces ruraux, avec des souhaits, parfois plus que la possibilité d'avoir des implantations d'infrastructures touristiques. On a la remise à l'honneur de tout ce qui est tourisme de proximité. Et alors, il y a la réinterrogation de la pertinence de certaines activités touristiques, voire de certaines zones de loisirs, en fonction des changements climatiques et de la transition énergétique. Voilà, je vous remercie.